La présidente des États-Unis vient tout juste d'offrir une nouvelle bouée de sauvetage à la République islamique, en annulant des frappes ce week-end, et voici comment. Bienvenue sur Access of Truth. Je suis Emily Schrader. La semaine dernière, la présidente Trump a menacé d'attaquer l'infrastructure énergétique du régime islamique, soi-disant avec Israël. Ici, en Israël, nous étions toutes prêtes pour des frappes qui auraient vraiment pu porter un coup dur à la capacité du régime de poursuivre cette guerre, ce que le régime veut absolument faire. Mais comme d'habitude, à la toute dernière minute, la présidente Trump s'est défilée et a annulé l'opération, annonçant qu'elle annulait les frappes parce que le Pakistan et le Qatar lui avaient assuré qu'un accord était imminent. Un accord qu'elle affirmait rouvrirait complètement le détroit d'Ormuz, ce qui n'est pas arrivé, et mettrait fin, une bonne fois pour toutes, à la menace nucléaire du régime, ce qui n'est pas arrivé non plus. Sauf que, comme dans Un jour sans fin, Donald Trump tombe exactement dans le même piège en ne comprenant pas quel message il envoie réellement au régime. Il ne respecte pas ses raisons. Il ne respecte pas la raison. Il respecte la force. Je vous rappelle que, quelques heures seulement avant cette annonce, exactement le même régime menaçait littéralement de réduire en cendres les champs gaziers israéliens si les frappes étaient lancées. Les médias affiliés au CGRI avaient déjà publié des listes de cibles montrant exactement quelles installations énergétiques en Israël, en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis leurs missiles pouvaient atteindre. De plus, la défense aérienne koweïtienne venait d'intercepter des drones iraniens visant leur pays. Une attaque que le régime refusait de revendiquer, car l'admettre détruirait le récit qu'ils vendent à la Maison-Blanche, selon lequel ils seraient soudain prêts à se montrer raisonnables. La réalité, c'est qu'une fois de plus, le régime et ses partenaires islamistes, hypocrites, lâches et corrompus au Pakistan et au Qatar, ont réussi à éviter une frappe dont le régime était terrifié, simplement en parlant. Et une fois de plus, le président des États-Unis les a laissés faire. N'en avons-nous pas encore assez de tout ça? Ce n'est même pas la première fois ce mois-ci que le président Trump fait ce genre de bêtises. Et les raisons ne font qu'empirer. En juillet, après 13 nuits consécutives de bombardements, Trump a soudainement interrompu une escalade majeure, affirmant que le régime voulait négocier. Eh bien, ce n'était pas le cas. Mais une fuite cette semaine a révélé que le Pentagone épuisait trop vite ses intercepteurs de missiles. Et à qui profite cela? Oui, au régime islamique en Iran. Téhéran lit les mêmes journaux que nous. Quand des responsables américains ont révélé à la presse l'ampleur de notre pénurie d'intercepteurs, ils ont offert au régime une feuille de route indiquant combien de missiles et de drones il faudrait pour submerger nos défenses. Mais bon, quelqu'un à Washington a décidé que ça valait la peine de le dire à voix haute. À la Maison-Blanche, les justifications changent sans cesse. Au début, c'était pour la paix. Axios a ensuite indiqué que la pause résultait du fait que les frappes précédentes avaient, selon eux, déjà réduit la capacité de l'Iran à menacer la navigation. Mais cela n'a pas eu lieu. Ce week-end, c'est parce que Téhéran a promis un accord global sur le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire. 3 excuses différentes en moins d'une semaine pour la même décision du président Trump de ne pas intervenir. Je suppose que c'est pour cela que certains critiques ont surnommé Trump TACO, ce qui signifie Trump Always Chickens Out, TACO. Personnellement, je ne crois pas que la véritable raison ait quoi que ce soit à voir avec le nombre de missiles. Je pense qu'il continue de temporiser parce qu'il croit vraiment, à tort, qu'il peut conclure un accord avec quelqu'un du régime. Mais soyons clairs à ce sujet. Il n'y a aucune faction dans le régime qui soit sérieuse à l'idée de renoncer à sa propre existence en tant que régime. Et même s'il y en avait une, ce sont Vaidi et les gardiens de la Révolution qui prennent les décisions. Le régime promeut le mythe des modérés auprès des négociateurs occidentaux pour offrir à l'Occident une figure d'espoir, citant le président, le ministre des Affaires étrangères, le guide suprême, les gardiens de la Révolution. Ils sont tous pareils. C'est le même régime avec le même objectif et cet objectif n'a jamais été la coexistence. Si Trump pense vraiment qu'il y a un accord possible ici, il ne comprend fondamentalement pas ce qu'est ce régime. La recherche d'un accord est une impasse. Cela a toujours été une impasse. Et chaque fois que nous faisons semblant du contraire, nous leur donnons plus de temps. Et les résultats sur le terrain sont aussi toujours les mêmes. Le régime continue de gouverner, ce qui signifie plus d'Iraniens morts, parce que ceux qui paient le prix de l'hésitation de Washington ne sont jamais les responsables qui prennent ces décisions. Ce sont les Iraniens ordinaires, ainsi que les autres peuples du Moyen-Orient, que ce régime continue de persécuter. Dans le cas des Iraniens, il continue de procéder à des exécutions. Et en parlant d'exécution, chaque jour qui passe, davantage d'Iraniens sont exécutés. Cette semaine, il y avait un jeune de 19 ans, Arvin, qui a été arrêté lors du soulèvement de janvier. Un tribunal du régime l'a condamné pour, je cite, « guerre contre Dieu ». Et ce week-end dernier, ils l'ont pendu dans une prison du nord de l'Iran.
un adolescent exécuté pour avoir participé à une manifestation. Et puis ce matin, 2 autres, Omid Bezad et Pouria Savat, ont été exécutés en secret à l'aube aujourd'hui. Tous 2 avaient été arrêtés pendant la guerre de 12 jours et condamnés pour espionnage au profit d'Israël. Pas de procès public. Aucune annonce, rien, sauf la confirmation par le propre système judiciaire du régime qu'il les avait déjà exécutés. Cela se passe aujourd'hui. Pendant que j'enregistre cette émission, quelques jours avant cela, le monde entier a pu voir à quoi ressemblent réellement ces exécutions sur le terrain. Car à Ispahan, nous avons vu des centaines de personnes rassemblées avant l'aube, essayant d'empêcher la pendaison de 2 jeunes hommes. Tous 2 ont été condamnés à mort pour leur participation aux manifestations de janvier à Ispahan et sur la place Ali Khamenei. Les vidéos provenant de cette place sont difficiles à regarder. Une foule debout dans l'obscurité criant « honte » aux forces du CGRI, suppliant pour que cela n'arrive pas. Mais les forces de sécurité ont au contraire dispersé violemment les manifestations, puis ont pendu les 2 hommes malgré tout, en public, sur la place. Et c'est là tout le but de ces exécutions publiques. C'est du théâtre, et le public, c'est chaque Iranien qui regarde. Maintenant, il faut que vous compreniez que rien de tout cela n'est un cas isolé. Rien qu'en juillet, le régime a exécuté au moins 67 prisonniers. 9 d'entre eux étaient des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Et il y a quelque chose qui devrait vraiment vous terrifier à propos de ce chiffre, car seulement 8 de ces 67 exécutions ont même été officiellement annoncées. Le reste a été exécuté en secret. Aucune notification à la famille, aucune visite finale, juste disparu. Désormais, le bureau du procureur de Téhéran a même annoncé des poursuites pénales contre toute personne qui condamne publiquement ces exécutions. Déjà, des dizaines d'autres manifestants doivent être exécutés sous peu. Maintenant, reliez cela à tout ce que nous venons d'exposer dans la première histoire, car cette vague d'exécutions n'a pas lieu malgré la retenue de Washington. Elle a lieu à cause de cela. La répression à l'intérieur de l'Iran s'aggrave, et non l'inverse, chaque fois que ce régime conclut qu'il va survivre. Lorsque Donald Trump annule une frappe pour un accord qui ne verra jamais le jour, bien sûr, quand la menace de vraies conséquences est retirée à la dernière seconde, les mollahs n'interprètent pas cela comme une invitation à modérer leur comportement. Ils y voient la permission de faire le ménage. Un régime qui croit qu'il va survivre à toutes les pressions exercées contre lui a toutes les raisons de pendre autant de témoins du soulèvement de janvier qu'il le peut avant que quelqu'un ne l'oblige à arrêter. Et c'est ça le schéma. Une pression faible de Washington n'achète pas la sécurité des Iraniens. Elle achète la confiance du régime et ce sont les Iraniens qui paient le prix de cette confiance sur l'échafaud, sur la place Ali Khamenei à Ispahan. Et maintenant, parlons de ceux qui sont formés pour transmettre la même idéologie à la prochaine génération, car cela ne reste pas à l'intérieur des frontières de l'Iran. C'est l'heure du bon, du mauvais et du pire. Et comme toujours, pour finir sur une note positive, commençons par la mauvaise nouvelle de la semaine et nous terminerons par la bonne. Avant toute chose, hier, ces images révoltantes ont fait surface, montrant une sorte de camp d'été du Palestinian Youth Movement au Royaume-Uni. Regardez. Traduction. Donc, ces enfants, apparemment britanniques, dans une sorte de camp d'été, sont encouragés à scander « Nous écraserons le sionisme » et « Jeunes, levez-vous, notre révolution est une révolution arabe ». Vraiment, la partie la plus folle ici, c'est que ce n'est pas un accident isolé. Les documents du Palestinian Youth Movement engagent ses membres à la libération nationale, au retour, et rejettent toute normalisation avec Israël. Ils se sont aussi davantage infiltrés sur les campus occidentaux. Ces images devraient déranger tout le monde. Et le produit direct d'un mouvement qui a construit toute son identité autour de l'idée d'enseigner à la prochaine génération que la suprématie islamique et le refus palestinien de toute coexistence sont des choses positives. C'est une séquence répugnante. Et c'est exactement à quoi ressemble le fait d'endoctriner des jeunes pour les vouer à une vie entière de haine. Et cela se passe en ce moment même en Grande-Bretagne, en anglais. Et puisque nous parlons de l'Angleterre, allons à Oxford, car celle-ci est vraiment particulière. En juin, la veille du jour où j'y ai moi-même débattu, l'Oxford Union a organisé un débat pour savoir si l'Occident a raison de se méfier de l'islam, avec Tommy Robinson, Lawrence Fox et Jonathan Sachar-Dodi qui défendaient la proposition. En opposition, nous avons vu l'étudiante d'Oxford Aisha Khan Aziz se lever et menacer, en gros Tommy Robinson, en disant que la généreuse présidente, la présidente musulmane Arwa al-Raïs, s'était assurée qu'il serait en sécurité. Sinon, il serait, je cite, littéralement cuit par la foule islamiste violente à l'extérieur. Regardez.
Stephen Yaxley Lennon, connu de ses hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors en pleine émeute contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. La salle l'a applaudi. Ils ont applaudi une femme affirmant que la méfiance envers l'islam est irrationnelle, tout en disant à un invité qui se ferait attaquer sans protection car il critique l'islam. Elle n'avait même pas besoin de Robinson pour défendre son point de vue, car elle avait besoin d'être devant la caméra et, bizarrement, elle a reçu une salve d'applaudissements pour cela. La motion a été rejetée, 57 contre 41 à l'Oxford Union. Mais qui se soucie du vote? Elle s'est contredite elle-même. Je dois dire que la proposition a fait un travail remarquable et que l'Oxford Union a refusé de publier la vidéo pendant 6 semaines, jusqu'à ce que Jonathan sorte sa propre version. C'est ce qu'il voulait cacher? C'est aussi là que cela devient personnel, car, comme je l'ai dit, le lendemain, j'ai débattu dans cette union sur la motion affirmant qu'Israël n'a jamais vraiment voulu la paix avec la Palestine. J'ai aussi eu besoin d'escortes de sécurité privée ce soir-là, à cause des menaces reçues. J'ai aussi eu la même salle acquise d'avance, le même schéma, et Arwa El-Raïs, présidente de l'Union, soutenant qu'Israël n'a jamais voulu la paix. Pourtant, mon débat n'a jamais été publié. C'est drôle, non? Je me demande ce qu'ils cachent. J'aurai sûrement plus à dire quand ils le publieront, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pressés. Passons maintenant à notre dernière belle histoire, également tirée du débat de l'Oxford Union, mais certainement pas la moindre. Je pense que le meilleur moment de la soirée à Oxford a été offert par Laurence Fox. Cela mérite qu'on s'y attarde. Mettons ça sur la table, d'accord? 78% des musulmans britanniques pensent qu'aucun média ne devrait publier d'images de Mahomet. L'Occident devrait résister à l'islam de la manière la plus ferme, rien que sur la question de la liberté d'expression. Donc, voici cette caricature. N'est-ce pas? Et il est temps de montrer que je ne vais pas me soumettre. Je ne vais pas adhérer aux lois religieuses de pays lointains. Maintenant, ma femme m'a demandé de ne pas montrer cela par crainte de répercussions dans ma famille. Mais je lui ai dit que si je ne le faisais pas, alors j'avais déjà cédé à l'islam. Donc, nous y voilà. N'est-ce pas suffisant? La moitié de l'équipe qui vous a invité était composée de femmes musulmanes souhaitant entendre vos arguments. En tant que présidence musulmane, je vous ai invité ici pour que vous vous exprimiez. N'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas une justification et preuve suffisante pour que vous croyiez que nous croyons vraiment à la liberté d'expression? Je ne serais pas devenue présidente d'une association pour la liberté d'expression si ce n'était pas le cas. Merci, Seigneur. Eh bien, puis-je? Merci beaucoup. Puis-je finir? Excusez-moi. Rappel au règlement ayant été fait, j'écoute le prochain librarian. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps, et je connaissais le règlement par cœur. À la Chambre des communes, et nous nous inspirons de la Chambre des communes, les accessoires ne sont pas autorisés. Je me demande si la règle concernant les accessoires est la même à l'Oxford Union. Je vais donc statuer sur ce rappel au règlement. Il n'y a rien dans les règles de la Chambre qui interdisent l'utilisation d'accessoires. Cependant, j'encourage M. Fox à faire valoir son argument et passer à la suite. J'étais en train de parler jusqu'au rappel au règlement. C'est donc dans cet esprit que je ne vais pas le soumettre, que je vous montre ceci en tant qu'Anglais qui croit en la liberté d'expression. Je ne me soumettrai pas. Je ne m'inclinerai pas. Observez la salle quand Fox annonce qu'il va montrer une image de Mahomet. Toute la chambre se fige. Certains l'interrompent et le supplient d'arrêter. Les règles sont soudain évoquées pour vérifier si les accessoires sont autorisés. Il n'a jamais eu à rien montrer. Rien que la menace a suffi à faire taire toute une salle remplie de personnes qui avaient passé la soirée à insister sur le fait que l'Occident n'a rien à craindre. Et c'est justement là tout l'argument. Prouver sans même qu'il ait besoin de finir sa phrase. Il n'avait pas à gagner le débat point par point. Il lui suffisait simplement de faire un geste vers un dessin, littéralement un dessin, et de regarder toute la salle confirmer en temps réel que le blasphème est quelque chose dont, selon eux, les gens devraient avoir peur. Au sein d'une union pourtant dédiée à la liberté d'expression. Vraiment? On ne peut pas avoir une société libre si le blasphème existe même comme concept. Si une salle pleine d'adultes très instruits panique à l'idée d'une caricature. Fox l'a prouvé en quelques minutes, en forçant le public à le prouver pour lui. Absolument magnifique, Laurence Fox. Bravo. Et c'est tout pour cette semaine. Assurez-vous de me suivre sur X ou Instagram sous le nom d'Émilie K. Schrader.
Et d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine dans l'émission Access of Truth sur Janus.